Et puis on va dérouler le préservatif. Ensuite, on va mettre un peu de poudre sur le préservatif. Le but, c'est d'enlever le lubrifiant pour que ça ne colle pas sur l'équipement. Et là, c'est n'importe quelle poudre? Oui, c'est une poudre de talc, par exemple, celle-là, c'est pour bébé. Donc le but, c'est juste que le lubrifiant soit facile d'enfiler ensuite. Donc on va faire les deux côtés. On a pris le premier côté, ensuite le second côté. Et qui définit les propriétés, les références sur lesquelles vous appuyez pour vérifier les produits? Alors, les préservatifs sont contrôlés ici selon les normes ISO. Nous avons la norme ISO 4074 qui définit tout ce qui concerne la qualité du préservatif. Nous avons également des normes OMS qui ont établi en fait des normes par rapport au préservatif, des spécifications par rapport au préservatif. Donc, c'est fait, on a placé notre talc. Ensuite, on va installer le préservatif sur le mandrin. Voilà. Donc, une fois que c'est installé, on va lire la dimension. Comme exemple ici, nous avons, nous sommes à combien? Combien? 18,5. Alors, nous avons un préservatif de 185 mm. Et ce préservatif-là, il respecte les normes parce que le minimum ici dans la norme ISO 4074, c'est d'avoir un préservatif de 170 mm de longueur. Là, c'est le test de vérification de la taille. De la taille, oui, de la taille du préservatif, donc la longueur du préservatif. Et à l'aide d'une règle également, on peut prendre les largeurs. On va prendre la largeur du préservatif. La largeur, ça se prend à 3 points. On prend à l'extrémité fermée, à l'extrémité ouverte et ensuite au milieu. Donc, on va prendre toutes ces dimensions-là par rapport au préservatif. Et si les dimensions ne sont pas respectées, alors cela veut dire que le préservatif n'est pas de bonne qualité? Ça veut dire que le préservatif n'est pas de bonne qualité. Donc, juste au niveau de la largeur et de la longueur? Tout à fait, parce que le référentiel, il définit quelles sont les longueurs, quelles sont les largeurs à avoir. Donc, une fois que le préservatif il sort de ces spécifications-là, il est non conforme. Donc, maintenant, bien entendu qu'on va tester plusieurs et c'est en fonction de la taille du lot. Donc, en fonction de la taille du lot, on va définir le maximum d'échantillons non conformes qui peut être toléré. Donc, et juste à ce niveau, si un test peut déjà, un lot de préservatifs peut échouer et on rejette le lot. Mais là, et si par hasard il est mis sur le marché et personne l'utilise, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'infection ou autre? Parce que là, on est passé à la vérification de la taille et de la largeur. Oui. Alors, la vérification des tailles et des longueurs, c'est vrai que ça joue beaucoup plus un rôle au niveau du confort. C'est-à-dire que c'est des tests qui permettent plus de s'assurer que le préservatif, il sera plus confortable, il sera confortable. Donc, mais, bien entendu, si le préservatif il est pas, on suppose que ça peut entraîner, quelqu'un peut le retirer, il peut glisser et tout. Donc, c'est pour cela que tous ces tests-là sont importants. L'autre dernier test qu'on fait à ce poste-là, c'est d'avoir l'épaisseur du préservatif. Donc, on va prendre un préservatif et à l'aide d'un ciseau, on va le couper. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait là, on va prendre l'épaisseur du préservatif. Okay. Là, c'est pour contrôler quoi? C'est pour contrôler que le préservatif il est suffisamment, il n'est pas trop fin. Par exemple, ça pourrait facilement se déchirer. Donc, on s'assure que l'épaisseur est correcte. Et là, ça peut déjà avoir un impact parce qu'un préservatif qui serait par exemple trop léger, on s'entend qu'il est plus susceptible de se déchirer et tout. La lecture est instantanée, donc dès qu'on place, on va placer le préservatif et puis l'équipement va lire la valeur de l'épaisseur. Donc ici, vous êtes à 0,09, donc le préservatif, il est bon. La prochaine étape, tenez-vous bien, c'est le test hydraulique pour vérifier si le préservatif est percé ou pas. Alors comment ça se passe ici? Alors ici, nous sommes effectivement sur un équipement, c'est l'Electrical Leak Tester. Sur cet équipement-ci, on s'assure que le préservatif ne présente pas de trou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de défaut observable. Donc, nous avons installé nos préservatifs, nous avons 10 têtes. L'équipement, nous avons ici une solution qui est salée et qui va également être pompée à ce niveau, au niveau de nos différents bacs. Alors, on va lancer l'équipement.
Donc, vous avez les préservatifs qui vont se remplir d'eau. Une fois que c'est rempli d'eau, ils vont tremper dans une solution salée. La solution salée. Et là, c'est après combien de temps? Bon, disons une, 2 minutes. Et là, le préservatif va remonter. Donc, comment est-ce qu'on va vérifier qu'il n'y a pas de présence de trou? On va s'assurer ici au niveau des voyants. Donc, vous avez des voyants ici. Vous avez nos 10 voyants qui sont tous au vert. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de trou actuellement sur les préservatifs testés. Donc, s'il y avait une présence de trou, on aurait un voyant qui passerait au rouge. Donc, là, la série de tests passe tout à fait. Donc, le test ici, il est réussi. Mais est-ce qu'il y a des risques que vous vous trompiez sur le test de vérification? Non. C'est-à-dire que cet équipement-là, il est couplé à un logiciel. Donc, vous avez l'équipement, vous avez le logiciel ici. Et chaque fois qu'il y a une détection, ce qui arrive souvent, c'est que vous pouvez avoir au niveau du clignotant, c'est-à-dire une couleur orange, ça va clignoter orange. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retirer le préservatif et ensuite, on va vérifier nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va, sur une table, on va s'assurer, on va aller prendre, s'assurer de la présence du trou et on va prendre une dimension, c'est-à-dire parce que les dimensions au niveau des trous, si jamais on trouve des trous, il faudrait s'assurer que ce trou-là ne soit pas à plus de 125 mm de l'extrémité ouverte. Donc, on va s'assurer par rapport à l'extrémité ouverte du préservatif. Et si le préservatif, il est en moins de 125 mm, là, on va laisser passer. Et au niveau du logiciel ici, c'est ici que tout se gère. Et on va cliquer sur OK et puis le logiciel va générer les résultats. Et ça se fait comme ça tous les jours, 300 préservatifs. Le nombre de préservatifs testés est fonction du lot de production. C'est-à-dire quand un fabricant ou un importateur vient avec ses préservatifs, il doit nous apporter un document qui nous donne la taille de son lot produit. En fonction de la taille du lot produit, on va définir le nombre de préservatifs testés, mais généralement le plus petit que nous avons à tester, c'est 200. Donc pour les tailles de lot plus importantes, on va aller jusqu'à 500 préservatifs. Et après ce processus de vérification des préservatifs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez les remettre aux producteurs ou alors comment et mettre sur pied des représentations. Voilà. Mais l'idée de plantation était un peu inconnue. Donc, c'était simplement l'idée de faire en sorte que les États profitent du label de l'IAI. Parce que jusque-là, tous les étudiants, il y avait 4 étudiants qui étaient admis au concours à l'époque. Moi, je suis passé par là, sur des milliers de candidats, nous étions 4 à passer le concours. Donc, la preuve, c'est que sur les 4 que nous étions, 2 sont rentrés au Cameroun. Mon ami Omar Oumahamad, qui est à la BEAC, et moi. Les 2 autres sont allés en France. Ils sont allés travailler en France. Donc, les administrateurs avaient voulu que qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut beaucoup plus délocaliser les formations données, dispensées par l'IAI. Et c'est comme cela donc que lorsque j'étais, après ma présidence au comité d'étudiants, je suis allé, j'ai officié un peu comme directeur informatique de l'hôtel intercontinental de Libreville. Mais comme intercontinental n'était pas représenté au Cameroun, parce que je voulais rentrer au Cameroun pour travailler au Cameroun, j'ai donc pensé que le Cameroun étant un pays membre de l'IAI, c'est l'IAI qui pouvait peut-être m'ouvrir les portes vers le Cameroun. Vous rentrez donc au Cameroun en quelle année? Vous avez 6 mois pour écouler le produit. Avant de rentrer au Cameroun, lorsque je suis recruté à l'IAI, je retrouve la convention de création de l'IAI et je constate qu'il y a un article 9 qui parle du siège de l'IAI. Et on dit le siège de l'IAI est au Gabon, à Libreville, et que des accords de même nature pourront être signés avec les États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. C'est comme cela donc que je demande au DG de l'époque, Brahim Adama Fall, de pouvoir me permettre de monter un projet pour l'IAI Cameroun. Et par la suite, il dit qu'il faut avoir l'accord de l'ambassade du Cameroun. Que vous aurez. Que j'aurais eu quelques jours plus tard, parce que je suis allé rencontrer son Excellence Jean Kouentonga, qui était ambassadeur à l'époque à Libreville et qui est actuellement ambassadeur au Sénégal, et qui accompagne donc la production des documents. Et au moment où il veut envoyer le dossier à la présidence de la République par voie diplomatique, je lui propose de porter moi-même ce courrier à Yaoundé. Et c'est ce que je fais donc quand je viens au Cameroun. Je vais demander une audience au directeur de cabinet civil de l'époque pour lui présenter ce projet et lui parler de l'intérêt pour le Cameroun.
Pour la haute information du chef de l'État. Bien sûr, pour la haute information du chef de l'État. Et puis, Dieu merci, 3 jours plus tard, j'ai été rappelé pour informer que le président Paul Biya, pour lui présenter ce projet et lui parler de l'intérêt pour le projet. Pour la haute et information c'est là donc, bien sûr, pour la première, c'était l'instant magique qui m'avait transformé et qui avait fait de moi un homme nouveau. Je suis reparti dans Libreville pour préparer le projet plus en détail. Et le jour où il fallait donc revenir, bien sûr, il n'y avait pas d'argent lié. C'est pourquoi d'ailleurs j'entendais cette fameuse histoire où je suis arrivé à l'aéroport de Simalène avec 3500 francs. Par la suite, je suis allé au Canada parce que je n'avais pas et j'avais que le papier qui me fallait revenir, le plantant résident de Biya, il n'y avait pas d'argent lié. Donc c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dû aller rencontrer M. Zanou, un Béninois, le directeur du Canada à l'époque, pour pouvoir, comme son école avait un statut diplomatique, je voulais absolument être aussi dans un environnement qui a cette connotation diplomatique et ça aurait été déjà un pari gagné pour moi d'avance. Donc il a accepté parce que j'ai voulu louer un studio à crédit, un studio du 2e étage de l'immeuble Cradat et il coûtait à l'époque 15 000 francs par nuitée, ce qui revenait à 450 000 francs par mois. Et après j'ai pris un bureau à crédit qui revenait à 10 000 francs par jour, donc 300 000 par mois. Il fallait ensuite trouver un bureau pour ma secrétaire que je venais de recruter. Et on avait donc 2 bureaux de 300 000 francs, donc ça faisait 1 million à peu près. Des débuts particulièrement difficiles. Mais comment faites-vous pour devenir aujourd'hui la représentation du Cameroun telle qu'on la voit? C'est la foi, la froideur d'esprit face à des difficultés. Parce qu'à un moment donné, il fallait user de certaines stratégies. Par exemple, à l'époque, on parlait beaucoup de Feman. Donc beaucoup de personnes pensaient que je venais leur vendre du vent. Et certains parents pensaient que j'étais un Feman. Il a fallu que je fasse venir le ministre Roger Milingui, qui était ministre délégué aux finances, chargé du budget, au Cradat, pour qu'il vienne parler devant la presse. Et à ce moment-là, je suis aussi allé, après ça, je suis allé à la radio, où j'ai rencontré un certain Dieudonné Dazal, qui m'a fait passer au journal de 17h le même jour. Je suis venu ici le lendemain à la télévision, où j'ai rencontré un certain Charles Ndongo. Le directeur général actuel. L'actuel directeur général de la CATV, qui a bien compris l'importance du projet et m'a fait passer également à la télévision le lendemain. Et c'est comme ça que nous avons lancé le concours. D'ailleurs, j'étais aussi allé à Cameroun Tribune. On a lancé le concours et nous avons sur 100, on avait 120 places et nous avons eu 400 candidats. Et l'année d'après, nous avons eu 5000 candidats pour 300 places. Ce qui montre vraiment que l'accompagnement de ces organismes médiatiques d'État avait été très important. Cette époque à laquelle vous faites allusion, bon, on va dire à peu près quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais la trentaine. Quand j'arrivais au Cameroun, j'avais la trentaine. Alors, aujourd'hui, on apprend que les jeunes de moins de 30 ans représentent environ 65% de la population en Afrique centrale, mais moins de 33 seulement ont accès à l'Internet. C'est une contre-performance. Comment vous expliquez cela? Bon, je pense qu'il y a eu d'abord un problème de sensibilisation, malgré l'intérêt des pouvoirs publics, parce que vous savez très bien que le président Paul Biya, depuis le début du millénaire, en 2000, il avait déjà dit dans un discours, je venais juste d'arriver, quelques semaines après mon arrivée au Cameroun, il disait déjà qu'il faut s'intéresser à Internet, parce qu'Internet, c'est l'avenir. À ce moment, les gens n'y croyaient pas beaucoup, mais je pense qu'au niveau de l'administration, les gens n'ont pas beaucoup suivi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire, et je sais de quoi je parle, qu'il y a encore des réticences au niveau de certains responsables d'administration publique, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut faire former massivement le personnel. Parce que si vous ne formez pas le personnel, et si vous ne formez pas vous-même, vous n'allez même pas comprendre l'intérêt du numérique. Et c'est pourquoi il est très important que l'esprit communautaire en général sache donner de l'intérêt à l'utilisation du numérique. Et lorsque le chef de l'État, dans un discours récent, avait dit que le monde digital qui s'annonce n'attendra pas les retardataires, après plusieurs discours, avoir rappelé qu'il faut s'intéresser à l'informatique, il avait même demandé qu'il fallait qu'on forme plus d'ingénieurs sur le plan de l'informatique, mais
On l'a fait au niveau de l'IAI parce que nous avons sollicité l'école, le siège, qui nous a instruit donc, sur la base de cette instruction du président, de former beaucoup plus d'étudiants pour devenir ingénieurs de travaux informatiques. Nous avons même, je crois, 6 ans avant la crise anglophone, lancé une filière totalement anglophone à l'IAI. C'est d'ailleurs la seule filière de tous les réseaux IAI. Parlons justement de cette formation. On constate qu'il n'y a pas, on va dire, un canevas linéaire entre la formation et l'offre d'emploi. Parfois, certains de vos diplômés sont obligés d'ouvrir d'abord un salon de coiffure en attendant. Un salon de coiffure? D'ouvrir un salon de coiffure en attendant. Parce que, justement, ils ne sont pas recrutés tout de suite. Est-ce que vos formations sont suffisamment adaptées et ciblées par rapport aux besoins du marché de l'emploi? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un décalage? D'abord, je suis surpris qu'il y ait des étudiants, des diplômés qui vont ouvrir des salons de coiffure. C'est la première fois que je l'entends. Mais ce que je pense vous dire, c'est que selon ce que nous savons, pratiquement tous nos diplômés trouvent de l'emploi ou en cri. Donc, il faut savoir que dans toutes les écoles du monde... Vous avez des données bien chiffrées? Sûr, nous suivons nos étudiants. Nous avons un département, une cellule. Que sont-ils devenus? On suit nos étudiants. Beaucoup d'étudiants trouvent des emplois sur place à l'étranger. Beaucoup vont continuer leurs études à l'étranger. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui créent aussi des emplois en Europe, au Canada, aux États-Unis, au Cameroun. Ils sont très nombreux à le faire. D'ailleurs, même dans l'administration, si vous allez regarder pratiquement dans tous les ministères, vous allez les rencontrer. Par exemple, au ministère de la Santé publique, le chef de la cellule informatique du ministère de la Santé publique, M. Batoum, c'est un ancien IAI. Le chef de la cellule informatique du ministère du Commerce, c'est un ancien IAI. Le patron de CIGIPES au Minsanté, justement, c'est un ancien IAI. Le patron du CIGIPES au ministère de la Fonction publique, c'est une ancienne IAI. C'est qu'ils sont fortunés, vous dira-t-on. Il faut dire que en dehors des établissements publics, ils sont également la fierté des entreprises publiques et parapubliques. Ils sont vraiment partout et ils ont créé beaucoup d'entreprises. Maintenant, il faut dire aussi que Covid-19 permet à nos diplômés de créer des projets qui permettent de monter un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Et avant même Covid-19, vous savez qu'avec le numérique, vous pouvez faire beaucoup de choses. Le e-commerce, ça marche très bien aujourd'hui. Les plateformes de formation à distance, les plateformes de télétravail, il y en a beaucoup. On a même des étudiants actuellement qui ont mis en place des plateformes de télétravail. Vous abordez là des questions qui relèvent pleinement de ce qu'on appelle l'économie numérique. Et s'agissant de cette économie numérique, je voudrais que nous puissions creuser un peu plus. Serge Atanabiso, notre grand reporter, a réalisé cette semaine un excellent grand reportage, une grande enquête précisément sur cette problématique pour savoir comment et avec quels moyens le Cameroun s'engage dans l'économie numérique. Regardons tout cela dans cet élément. On nous promet la Lune, le monde merveilleux de Peter Pan. À dessiner ses contours, l'on est bien forcé d'y croire. Le numérique, c'est majoritairement la dématérialisation, le passage à la vitesse supérieure de l'exécution d'un certain nombre de tâches. Le numérique rapproche, rend moins cher la vie et rend plus compétente et compétitive une économie. Feu ma grand-mère, déjà dubitative devant l'eau qui sortait du mur, convaincue aussi qu'il y a des hommes de chair, d'eau et d'os dans le petit écran, me châtierait au pilon de lui dire de telles vérités. Les experts, les professeurs ensuite nous disent d'arrêter de rêver. Ce monde est à notre portée, comme une condition de survie d'ailleurs. La réalité augmentée est le mot-clé entre ceux qui ont compris et les autres, les analphabètes dits du 21e siècle. Vous allez dans la santé, dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique. Vous n'avez pas de numérique, vous êtes mort. L'agriculture aujourd'hui s'améliore avec le numérique. Avec plus de 12 millions d'abonnés au téléphone mobile, pour 6 licences accordées par l'État, des milliards et des milliards de fanatiques du transfert d'argent,
et Internet qu'on emporte avec soi où que l'on se trouve, notre pays s'est mis en marche. Volontaire, c'est son second prénom. La première des choses, c'est la sensibilisation. Cette sensibilisation passe aussi à travers, donc, n'est-ce pas, le projet e-National Education Network, qui est un projet présidentiel impulsé par le chef de l'État. Et donc, l'un des composants phares qu'on connaît, c'est la distribution de 500 000 ordinateurs. Ailleurs, en Asie du Sud-Est par exemple, les jeunes sont au taquet à monter des start-up, construire des blogs payants, créer des applications, fabriquer leurs propres planches à billets. Ici, c'est avenue Kennedy, l'antiquité de l'affaire. Négociant de bas étage en achat de portables, on parle de former les jeunes, laisser le slogan numérique pour les autres. Et nos pas nous conduisent à l'université où, sans tambour ni trompette, le paysage se modifie. Alors, il faut comprendre qu'ici, nous sommes au cœur de la transformation digitale des universités camerounaises. Ce bâtiment abrite le Centre national de supervision du réseau d'interconnexion des universités d'État. Ces bâtiments ont été construits dans le cadre du projet e-National Education. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès pour raisons sanitaires, bien évidemment. Et vous allez retrouver ces bâtiments dans chaque université d'État. Vous avez ces bâtiments. Ici, vous avez l'enseignant a la possibilité de venir donc dispenser le cours et ce même cours-là est répercuté en temps réel dans tous les campus des universités d'État. Et en même temps aussi, les étudiants ont la possibilité de venir s'y installer à l'effet de développer leurs propres applications et les vendre. Et il y a aussi des salles de formation là-dedans, initiées donc les jeunes Camerounais à la maintenance informatique. Cette maintenance qui est au tournage se faisait encore dans ce quasi-Kajibi où s'affairent 3 produits IAI. Les contenus ont eux aussi pris le pli. C'est une révolution discrète si on considère que les vraies prémices datent de 2006. Après Math Info de nos parents, la fac de papa, après la réforme universitaire de 1993, on est à l'heure des TIC pour le développement, ICT for Development, 2000 appelés. Les capacités d'accueil sont pourtant de 200 élus seulement. Il y a toujours ce problème-là de ressources humaines pour former les informaticiens. Vous savez, les informaticiens sont comme des belles femmes, ils sont toujours sollicités. Ça fait donc que généralement, lorsque vous avez un diplômé de l'enseignement supérieur avec le doctorat, non, ils ne courent pas beaucoup pour venir enseigner. Au commencement était un aliment de 0 et de 1 à l'infini. Les 2 chiffres les moins cotés dans l'ordre des nombres entiers. Les milliardaires de l'heure sont désormais dans l'intelligence artificielle. Alibaba nous parle de commerce en ligne, d'agriculture assistée, de chirurgie à distance, et j'en passe. Alice au pays des merveilles. Sans le verrou arrêté, ce serait pourtant risqué. Le chef de l'État le sait, qui a conforté l'agence dans ses missions de régulation déjà, de sanctions aussi, le 3 décembre dernier, sous la forme d'un décret. Les arnaques dans les comptes monnaie, WhatsApp, Twitter et compagnie ne seront plus des plaintes sans lendemain ou sans effet ici à Bastos. Un nouveau modèle de régulation promet des étincelles. 800 milliards d'affaires passent quand même par la fibre optique. Mieux que le pétrole du pays, mieux que la bière aussi, dit-on. Armand Cloudabanda, révolution discrète, nous dit Serge Atanabisso dans l'élément que vous venez de suivre. Et je vous ai vu d'ailleurs prendre des notes à certains moments. Est-ce que l'IAI dispose des outils et des moyens pour accompagner cette révolution discrète qu'est l'économie numérique? Absolument. D'ailleurs, l'IAI a commencé ce travail depuis près de 20 ans aujourd'hui avec l'opération 100 000 femmes. Qui a consisté à former 100 000 femmes en 10 ans à la maîtrise des outils numériques. Et vous avez vu que nous sommes allés dans tout le Cameroun, sur l'ensemble du territoire national, jusque dans les villages. Et puis MIGEF 2035 qui vise à former 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes. Et nous sommes à plus de 232 000 personnes, ce qui donne un total de
près de 350 000 personnes formées sur l'ensemble du territoire national grâce à la première dame, Mme Chantal Biya, qui est marraine de ces projets. Donc, parler de révolution discrète, c'en est vraiment une, parce que depuis longtemps, nous apprentons villes et villages pour former les jeunes, les femmes, les enfants partout. Et je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui et qui se fait aussi grâce à l'accompagnement d'un certain nombre de personnalités. Je vois par exemple le ministre Louis-Paul Motazé qui, lorsqu'il était ministre de l'économie, a pu nous doter d'un appui pour acheter des ordinateurs, des groupes électrogènes, pour enseigner là où il n'y a pas d'électricité, des vidéoprojecteurs, etc. Donc ça a été très, très important. Le ministre Alamine a suivi justement cette initiative du ministre Louis-Paul Motazé. D'ailleurs, je les remercie pour cela, parce que ça a été un appui capital pour pouvoir avoir du matériel. Parce que si vous n'avez pas de matériel pour former, comment vous allez former toutes ces personnes? S'agissant justement de ces formations, notamment celles des jeunes et des femmes, surtout dans les villages, vous avez fait allusion tout à l'heure au groupe électrogène, et ainsi de suite. Est-ce que ces formations-là sont pertinentes et ont un impact dans un contexte où les villages comme Bikok, par exemple, ne sont pas... Ah, c'est une coïncidence. Ces villages-là ne sont pas particulièrement gâtés en ce qui concerne l'énergie électrique. Est-ce que l'informatique n'est pas un luxe? Je pense que même quand il n'y a pas d'électricité, il faut prévoir le moment où l'électricité viendra. Donc il s'agit de donner tout au moins la culture informatique à ces populations villageoises. Donc, et cela s'est bien vu par la suite, parce que lorsque l'électricité arrive, vous avez donc la possibilité d'être en connexion avec le monde. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Même certaines mamans dans les villages ont des smartphones offerts par leurs fils et autres. Et vous savez également qu'il y a des chargeurs solaires qui vous permettent de charger votre téléphone grâce à l'énergie, grâce aux rayons solaires. Donc aujourd'hui, je pense que tout cela relève toujours encore une fois d'une technologie qui n'est pas suffisamment à la disposition de nos zones rurales. Non, les gadgets solaires aujourd'hui sont partout, on les trouve partout. Non, ils ne coûtent pas cher du tout. Un chargeur solaire coûte 3 000 francs. 3 à 4 000 francs. On les trouve un peu partout aujourd'hui. Donc, en réalité, je pense que le moment n'est plus assez demandé. Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que ça ne l'est pas? Il faut foncer. Il ne faut pas perdre du temps. On a pris du retard et il faut aujourd'hui rattraper ce retard. Et c'est pourquoi je le dis, et je l'ai toujours dit et je le dis encore, il faut vraiment que les responsables des différentes institutions publiques ou parapubliques cessent d'être réticents. Parce qu'il y a beaucoup de réticences qu'on retrouve auprès de certains d'entre eux. Et heureusement qu'il y en a qui ont compris cela, qui ont compris qu'il faut vraiment pousser le numérique très loin. Regardez un peu l'exemple du ministère de la fonction publique qui avait formé 600 personnels au début de l'année passée, quelques semaines avant Covid-19. Et du coup, on a vu comment Covid-19 a été géré par le ministère de la fonction publique. Les fonctionnaires travaillaient en ligne et ça marchait bien. Et il y a le ministère des Finances aussi qui avait formé il y a 3 à 4 ans 200 personnels, la présidence de la République qui l'a fait, la SNH, beaucoup de structures qui ont compris. Mais combien sont-elles qui ne comprennent pas? Et c'est là où l'appel du chef de l'État nécessite absolument vraiment d'être bien entendu, parce que quand le chef de l'État pose des actes comme l'accompagnement de l'IAI et il donne son prestigieux nom, il faudrait que les gens suivent. Le chef de l'État donne un signal. Le signal, c'est quoi? Le président de la République est partisan d'une triptyque éducation, numérique et jeunesse. Or, l'IAI obéit parfaitement à cette triptyque et c'est pourquoi il est très important que l'accompagnement de l'IAI soit vraiment considéré comme un levier pour la modernisation de notre appareil de l'État. Vous venez de citer le chef de l'État plusieurs fois. Il faut dire que c'est une constance dans votre discours. L'évocation du président de la République et de la première dame. Dites-moi un peu, qu'ont-ils fait, que font-ils et que doivent-ils faire encore pour l'IAI? Alors, le président de la République a fait beaucoup de choses.
Je vais déjà commencer par vous dire que le simple fait seulement d'avoir donné son haut accord pour faire implanter au Cameroun la première représentation de l'IAI hors du pays siège, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, il a donné son haut accord pour la signature d'un accord de siège entre la République du Cameroun et l'IAI qui s'est déroulé le 29 mai 2001 en présence de 4 membres du gouvernement camerounais. Le ministre Roger Melingi qui était PCA de l'IAI, le ministre d'État Ngoubeyou qui était ministre des Relations extérieures, et puis les 2 ministres délégués, dont l'actuel Premier ministre, qui était déjà là à cette cérémonie. Et puis, on a bien vu également que le chef de l'État a doté notre institut d'un certain nombre de facilités, l'acquisition d'un terrain de 5 hectares. C'est lui. L'acquisition d'un campus, du campus de Nkolanga, c'est lui. Et puis en plus, il a donné son prestigieux nom. Donc vous comprenez que le président de la République a constamment été là. Et on a également vu que lorsque les étudiants de l'IAI allaient aux compétitions mondiales de Laval virtuelle en France, où ils ont été 2 fois vainqueurs, ils ont remporté en 2009 le prix Jeune Espoir, en 2010 le prix spécial de l'innovation. Il faut dire que le chef de l'État était le parrain officiel en 2010 de cette délégation qui a pu remporter ce prestigieux prix. Donc je pense que tout cela montre que le président de la République soutient la jeunesse, il soutient l'éducation, il soutient le numérique. Et c'est en cela que je dois dire que le président a été vraiment constant dans sa manière d'accompagner l'école. Son épouse aussi, Mme Chantal Biya, qui est marraine nationale de l'opération 100 000 femmes. Et puis lorsque nous avons remporté un trophée à Durban, le 3 décembre 2015 à Durban, en Afrique du Sud, et qu'on le lui a dédié, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Montez-nous un projet plus grand qui intègre les jeunes aussi et les enfants et qui intègre sur le plan pédagogique l'initiation à la citoyenneté. Vous lui avez montré ce projet? Mais bien sûr. Et l'initiation à la citoyenneté et l'initiation à l'entrepreneuriat. Ben, évidemment, c'est elle qui a validé le projet. Et c'est quel projet? Ben, c'est le projet MIGEF 2035, formation d'1 million de jeunes, d'enfants et de femmes, qui a été officiellement inauguré au campus de l'IAI en 2015. D'ailleurs, nous l'avons loupé de peu, parce que c'est la première dame elle-même qui avait décidé de venir présider personnellement le lancement de MIGEF 2035. Malheureusement, le jour de cette cérémonie correspondait exactement au jour où elle devait voyager avec son illustre époux à Paris pour le sommet de la Défense. Donc, du coup, elle s'est fait représenter par l'épouse de la deuxième personnalité du pays. C'est pourquoi Mme Niat était là avec une dizaine de membres du gouvernement qui avaient assisté à cette immense cérémonie, qui avait vu la présence de plus de 5000 personnes. Donc, ce qui veut dire que l'appui de la Première Dame, qui est institutionnel, nous a beaucoup apporté, parce que pendant tout le tour que nous avons fait à travers le Cameroun, le fait de savoir que le parrainage du projet assuré par la Première Dame elle-même a pu galvaniser les autorités administratives, les hommes publics, les élites, les députés. Et donc, sans soutien financier à ce moment-là, nous avons pu générer du financement privé avec l'idée des parrains et des marraines. S'agissant des financements et même de l'action institutionnelle des États, vous avez quand même quelques difficultés dans la collecte des cotisations. Nous avons beaucoup de difficultés. D'abord, que faut-il faire? Et puis, le Cameroun lui-même, c'est un bon élève en matière de cotisation ou vous attendez qu'il aille plus loin? Le Cameroun, c'est l'un des meilleurs élèves en matière de cotisation dans le système IAI. Ça, il faut vous le rassurer déjà. Et puis, il faut dire que lors de l'implantation de l'IAI Cameroun, vous savez que la scolarité de l'IAI à l'IAI est de 2 500 000 francs à Libreville. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et lors de l'implantation de l'IAI, il y a eu un arrangement avec l'État qui faisait que la scolarité devait coûter 1 250 000 par étudiant, et ce n'est pas toujours donné. Mais par la suite, l'État est allé plus loin en proposant à l'IAI d'accepter des étudiants qui paieraient un certain taux qui soit assez bas, afin que l'informatique ne soit pas seulement l'affaire des riches. Parce que si le Cameroun ne subventionnait pas les frais de scolarité des étudiants camerounais,
on allait avoir un véritable problème par rapport à la qualité des étudiants qui viennent à l'IAI. On n'aurait que des enfants qui sont nantis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est donc passé? Le gouvernement, au lieu de faire payer 1 250 000 francs aux étudiants, il y a eu un arrangement pour que les étudiants payent 390 000 francs. Et là, ça devient un peu plus accessible aux Camerounais moyens. Et donc, le gouvernement est censé, en principe, donc, payer le reliquat pour pouvoir, au titre de subvention. Donc, ces paiements ne sont pas toujours effectifs. Bon, disons que ça se fait, au départ c'était difficile parce qu'il était difficile de refaire des dossiers chaque année en fonction du nombre d'étudiants, mais il y a eu une mesure qui a permis que cet appui se fasse sous forme d'un taux forfaitaire qui est décidé par le gouvernement pour venir compléter un peu cette insuffisance qui découlait du fait que les étudiants devaient payer, on va dire, 3 fois moins cher qu'ils devraient le faire. Et je pense que ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'étudiants qui frappent à la porte de l'établissement. D'ailleurs, certains d'entre eux ont quelquefois aussi, parce qu'on regarde parfois la situation sociale de certains, il y en a à qui il nous arrive de donner des conditions assez spéciales parce que ce sont peut-être des orphelins, parce que ce sont des enfants qui venaient juste de perdre peut-être leurs parents. Donc il y a aussi une petite dose sociale qu'on essaye de mettre en place pour que cet environnement social qui a été voulu par le gouvernement soit effectif, même sur le terrain. Donc, en fait, nous avons aujourd'hui un appui du gouvernement qui est régulier, qui se fait chaque année. Bien évidemment, le souhait serait que cet appui soit plus important encore au vu du nombre d'étudiants que nous avons, parce qu'il faut vous dire que nous formons 1200. Ils sont 1200 étudiants et il faut savoir que lors de l'amélioration des programmes, chaque fois qu'on améliore des programmes, c'est-à-dire qu'on ajoute un certain nombre de modules, cela augmente le coût du fonctionnement, le coût de la formation. Est-ce que vous pensez à d'autres modes de financement? Ce que je voulais dire, c'est que malgré le fait que le coût de la formation augmente tous les 2-3 ans, le coût de la formation, lui, est resté stable durant ces 15 dernières années. Est-ce que vous pensez à d'autres modes de financement que les cotisations des États? D'abord, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir un meilleur accompagnement en ce qui concerne les projets sociaux, MIGEF et 100 000 francs. Aujourd'hui, c'est MIGEF 2035. Parce que pour l'instant, nous sommes parfois obligés d'utiliser nos fonds propres pour financer MIGEF 2035. Or, ce serait bien l'État fait déjà beaucoup d'efforts pour cela, mais je pense que si on faisait encore un peu plus, cela pourrait permettre vraiment qu'on atteigne un plus grand nombre de populations. Et cela nous permettrait de concentrer nos ressources internes pour la formation académique en elle-même et ne plus avoir quelquefois des retards de salaire. Donc, il est important aussi pour nous de développer la formation continue. C'est-à-dire qu'en fait, que les entreprises puissent avoir un partenariat avec nous de façon à ce qu'on puisse former un certain nombre de personnels de ces administrations afin que nous puissions augmenter la cagnotte venant de la formation continue pour que nous puissions avoir un peu plus de moyens pour mieux nous déployer. Et c'est comme cela donc que nous pouvons faire avancer les choses. Il y a également un autre point, c'est celui du e-government. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui la possibilité de demander au siège de renforcer les contenus de nos diplômes en y ajoutant une spécialisation sur le e-government. Nous aurons l'occasion de parler suffisamment du e-government. Je voudrais profiter de ce qu'il n'y a pas que l'informatique qui vous passionne. Je sais que vous êtes également passionné de football. Pour vous demander, est-ce que vous avez été au stade depuis que le CHAN a commencé? Ben oui, hier, là je viens de Bagofit où j'ai joué
comme avant-centre lors du match Minfopra-Yaï. Et je pense que ça a été une belle partie. Nous avons été battus par le Minfopra 2-0, mais le match était très relevé et équilibré. Voilà donc qui confirme votre passion pour le football. Alors, avez-vous été au stade pour regarder un des matchs du CHAN 2020? Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller au stade. Je pense que dans les prochains matchs, là, au courant de la semaine prochaine, on va se battre pour avoir un accès au stade. En général, j'aime bien aller avec ma famille. D'ailleurs, je vais donc vous rassurer, Armand Claude Abanda, que pour aller au stade, vous pouvez acheter votre ticket en ligne. C'est que c'est une compétition particulièrement digitale. C'est en tout cas ce que nous apprend notre reporter Daniel Bongué qui couvre pour la rédaction web cette compétition à Douala. Nous allons le retrouver tout de suite pour essayer de voir comment les TIC sont mobilisés dans cette compétition qu'est le CHAN 2020. C'est dans ce reportage que je vous propose de regarder. Peut-on envisager une compétition sportive internationale sans mesurer l'impact des nouvelles technologies? À la CAF, nous avons voulu que le CHAN soit l'événement le plus digital, la compétition la plus digitale de l'univers CAF. Et on a l'impression que c'est en train d'y arriver. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun n'a pas dérogé à la règle. Tout est impacté par les TIC ou presque. Même l'achat des billets pour les stades à Douala. Moi, je me préfère que si je suis un peu loin, je peux acheter en ligne parce que ça évite beaucoup de embouteillages. Et en fait, avec le corona, ça va beaucoup éviter. À l'entrée de Japoma ou de Bepanda, il y a un lecteur à Côte-Barre. Votre billet est scanné sur place et quelque part dans un poste de commande, on sait exactement combien de personnes sont en ce moment dans le stade. Donc, c'est des éléments qui peuvent permettre d'aller plus loin demain. À savoir que votre billet, vous l'achetiez en ligne et ça vous donne droit à un code barre qu'on envoie dans votre téléphone à travers votre numéro WhatsApp ou des choses comme ça. Et ce code barre unique, vous l'utilisez à l'entrée du stade. On scanne votre code barre sur votre téléphone et on s'assure que c'est bien Dania et vous entrez. Sur les 4 sites de ce CHAN 2020, des confrères, plus de 400 selon la CAF, issus de 25 pays et de 4 continents, ont pour premier outil leur ordinateur. Les pages officielles de la CAF remplacent le support papier au profit d'informations numérisées. Nous n'avons imprimé aucun dossier physique. Vous avez reçu tout à travers un espace aménagé qui vous est dédié. Côté couverture, le pari est tenu, un peu comme cette une du quotidien national Cameroun Tribune en version web. Une tendance quasi religieuse de vivre son CHAN sur les sites internet, mais aussi à travers les visuels et les partages sur les médias sociaux, le cas de CRTV Web. Entre-temps, certains médias internationaux, comme le français L'Équipe, ont dépêché leurs plus belles plumes et la priorité est donnée au web. Je pense que peut-être qu'à la fin, je vais faire quelque chose sur le net pour expliquer un peu comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'au jour le jour, évidemment, c'est plus difficile d'intéresser un public français sur un zombie contre Libye, parce que les gens, ça ne les passionne pas vraiment. Impossible donc de manquer son CHAN lorsqu'on est connecté. Mais attention, les droits de diffusion web sont des droits réservés à la CAF. Attention aux pirates. Et lorsque les médias se précipitent en salle de conférence de presse, c'est pour relayer le pays en direct via le satellite pour la radio et la télévision exclusivement. Le spectacle passe désormais par les technologies. Le CHAN est Android, pour qui sait s'adapter à la génération tête baissée, au nom du tout numérique. Armand Claude Abanda, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Excellente ce nouvelle. Que vous venez de dire. Excellente nouvelle. Vraiment, je pense que je vais moi-même m'acquérir de quelques billets en ligne. Hein. C'est vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est ça, quand on parle de l'économie numérique, c'est tout ça qui doit, c'est ce type d'actions qui doivent être faites. C'est pourquoi je dis qu'il faut généraliser l'apprentissage de l'outil informatique. Parce que tout cela, c'est le numérique. Le jeune homme qui veut aller au stade et qui doit aller acheter son billet, il doit taper sur un clavier.
Et si vous n'avez pas la culture du numérique, vous allez être un peu perdu. Dès qu'on vous dit commander en ligne, vous allez sans même essayer, vous allez avoir peur de le faire. Alors que quand vous avez la culture informatique, vous allez le faire et voir que c'est facile. Et c'est un peu comme le projet de télédéclaration des impôts. Ouais, c'est un beau projet qui a été mis en place par le ministère des Finances. Et si les gens ne savent pas utiliser l'outil informatique, ils vont continuer à porter leur dossier pour aller chercher les agents des impôts, alors qu'ils pourraient simplement, en un clic, télédéclarer leurs impôts. Du coup, ça leur permet d'éviter des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes d'argent, carburant ou taxi pour aller chercher les agents d'impôts. Et puis, ça permet aussi d'éviter la corruption, parce que la corruption naît du contact entre l'usager et l'agent de l'État. Il s'agit là, Armand Claude Abanda, des problématiques qui interpellent désormais l'avenir de l'IAI, passé les 50 ans du premier cycle de vie. Alors, par exemple, cette pression mise par le coronavirus et qui oblige maintenant les gens au télétravail. Est-ce que l'IAI y pense? Vous avez mis sur pied des modules, par exemple, pour accompagner les administrations camerounaises dans le télétravail? Nous avons mis en place des applications informatiques. On a même fait tout un projet que nous avons proposé au gouvernement. Nous attendons encore la réponse, mais je pense que, je suppose que le dossier est toujours en étude, mais c'est de très très belles propositions avec des applications réalisées par nos ingénieurs. Il y a même eu quelques applications qui étaient proposées sur la télémédecine, sur le e-commerce, donc globalement sur le télétravail et aussi sur l'enseignement à distance. Et je dois vous dire que il y a eu un conseil d'administration de l'IAI qui avait eu lieu le 21 décembre 2015, dans lequel le ministre Vondoyolo, qui était à l'époque ambassadeur du Cameroun au Gabon, officiait en tant qu'administrateur. Ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Exactement. Donc, lors de ce conseil, il était question d'inciter une refonte des programmes pour que les programmes soient plus adaptés aux besoins actuels. Et évidemment, curieusement, il y avait déjà des idées sur l'enseignement à distance parce que on avait voulu que les administrateurs voulaient que certains cours se fassent à distance de façon à ce qu'on donne plus de temps aux étudiants de faire de la recherche, de faire plus de recherche personnelle. Et à ce conseil aussi, on avait constaté que l'IAI avait commencé à avoir des problèmes, surtout depuis la crise économique des années 93-95. Les fonctionnaires qui allaient parfois représenter les ministres qui n'avaient pas qui étaient indisponibles, souvent allaient au conseil et quand ils revenaient, ils ne s'occupaient pas des dossiers de l'IAI. Et du coup, ça créait vraiment un engorgement qui a fait très mal à l'IAI dans les années qui ont suivi cette crise économique. Il avait donc été décidé que dans les pays où il y a des représentations nationales, les représentants résidents sont d'office des points focaux de l'IAI, parce qu'ils connaissent mieux les dossiers de l'IAI. Parce que la représentation est une entité du siège. C'est un peu comme, c'est une mission diplomatique, c'est un peu comme on parle d'une représentation d'une mission diplomatique. Donc si le siège tombe, les représentations vont tomber. Parlant de votre siège, il a quand même connu beaucoup de problèmes. Il a connu, on a vu le campus envahi par les herbes, c'est justement de quoi je parle. Ces problèmes-là sont révolus. C'est justement ce que vous voulez régler. En quelques mots. C'est résolu, mais c'est justement ce qui avait été l'objet de ce conseil d'administration. Et on a donc voulu que, parce que l'objectif c'est que les représentations nationales, chaque pays ait une représentation nationale. Or aujourd'hui, il n'y en a que 3. Le Cameroun, le Niger et le Togo dans l'ordre de création. Et c'est pourquoi d'ailleurs les administrateurs ont voulu justement qu'il y ait plus de responsabilité vers les représentants résidents qui connaissent mieux le fonctionnement de leur établissement et qui connaissent mieux les problèmes qu'il faut résoudre. Et par la suite, donc, il a été mis en place, ici au Yaoundé, une grande session de refonte de programme où il y avait le directeur général et tous les représentants résidents, le directeur d'études, des experts qu'on avait invités pour la refonte des programmes. Et c'est donc après cette refonte des programmes que nous avons pu
avoir aujourd'hui un programme plus digeste qui n'oblige plus les étudiants à rester longtemps au cours. Ils ont une partie de cours qui est en présentiel et qui leur donne la possibilité d'avoir les fondamentaux, donc une partie de cours à distance qui leur permet donc d'utiliser les ressources numériques pour compléter les informations, pour compléter la recherche. Et comme cela, on a des véritables informaticiens qui, à la sortie, sont opérationnels parce qu'ils savent se débrouiller tout seuls, ils savent fonder des projets qui ont la capacité de répondre aux questions fondamentales de nos administrations. Et nous allons vous donner maintenant la possibilité de répondre à certaines questions, notamment celles que se posent les internautes. Actualité Hebdo est une émission regardée abondamment en ligne et suivie par les internautes. On va prendre 2 ou 3 questions rapides, par exemple celle de Desmond Wake, qui vous demande pourquoi le prix de la formation est devenu si élevé. Ce prix a-t-il même jamais changé? Non, depuis 15 ans, c'est ce que je disais aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, le prix est resté le même, malgré qu'il y a des modules qui ont été ajoutés et qui ont augmenté le coût du fonctionnement. Donc les coûts, le tarif que l'étudiant camerounais paye est resté le même depuis une quinzaine d'années, n'a jamais changé. Il est de 390. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je pense qu'il n'est pas informé de cela. Honoré Tapoko vous demande quelles mesures avez-vous prises au plan de la formation pour faire face au coronavirus? Est-ce que les formats des cours, par exemple, ont changé? Les formats de cours ont largement changé parce que nous faisons déjà un peu de formation à distance pour certains cours dans le passé, mais aujourd'hui, on en fait beaucoup plus pour respecter les règles de distanciation. D'ailleurs, il faut dire que les étudiants aujourd'hui commencent les cours à 7h30 et ils les arrêtent à 14h45. Cela veut dire qu'ils ont pratiquement l'après-midi libre pour pouvoir faire des recherches et avoir certains cours également à distance. Ils sont nombreux à vous avoir interrogé, mais on va s'en tenir à quelques questions seulement. La dernière, ce sera celle de Sterling Ami. Comment travaillez-vous à l'insertion professionnelle de vos étudiants? Je crois que vous avez abordé un peu la question. J'ai répondu à cette question. Nous avons une cellule. Que sont-ils devenus? Et contrairement à la préoccupation de tout à l'heure, nous pensons que les étudiants s'en sortent très bien. Ils s'en sortent vraiment très bien. Beaucoup sont de hauts responsables, même dans des structures françaises. Il y en a qui sont responsables, par exemple à France Télécom. Il y en a ils sont partout, hein, partout. Vous allez à Bruxelles, vous allez en Côte d'Ivoire, ils sont partout. Et c'est pourquoi je pense que le chef de l'État avait parfaitement raison de dire aux jeunes que le numérique aujourd'hui représente une véritable mine en termes d'emploi. Et je pense que les jeunes ont bien compris cet appel du président de la République et l'IAI veut continuer d'accompagner cet élan présidentiel à soutenir une jeunesse dynamique, et qui veut utiliser le numérique pour développer leur pays. Dites-moi vraiment en un mot, parce que c'est une question pour une autre. Oui. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Pour travailler ou pour vous détendre un peu? C'est les deux. Quelquefois, quand on va dans les réseaux sociaux, c'est pour traiter des documents administratifs. Comme je vous dis, ça fait partie aussi du télétravail. Je traite beaucoup de dossiers à distance, mais quelquefois, c'est pour également rire un peu. Quelquefois, vous avez des vidéos qui vous font rire et qui vous permettent d'avoir bonne humeur. Vous nous donnez là une excellente transition pour suivre la chronique sociale de Franck Evina, L'air du temps. Il s'agit justement de rire et du rire dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et réseaux du rire. Franck Evina. Lui, c'est Kamga Kotopi Mignon. Oui, mignon, ne riez pas. Il se présente comme un artiste de blagues. Sur Instagram, des milliers de followers connectés à son réseau hilarant. Un célèbre amuseur virtuel avec des tweets humoristiques sur la vie de tous les jours. Rapport homme-femme, vie amoureuse, déboires de jeunesse, actualité du pays et de temps en temps, de petites feintes comiques sur certaines structures. Voici Toto, du moins l'un des visages du personnage imaginaire présenté comme tel. Toto détient aussi le réseau du rire sur les réseaux sociaux, des gags qui mettent en scène un élève cancre et surtout
impertinent. Sous forme d'anecdotes et de plaisanteries, chaque utilisateur peut s'essayer à amuser la planète web. D'ailleurs, en un clic, le rire se partage et se vit même en communauté d'abonnés, comme sur Querelle Congossa, le groupe Facebook camerounais aux centaines de milliers de membres. Avec un slogan plutôt libertin, à chacun sa folie. Car sur Querelle Congossa, tout le monde peut poster des blagues avec option commentaire. Parfois, sous forme de répliques. Farce, moquerie, caricature, satire, on rit de tout et de rien sur Querelle Congossa. Une familiarité poussée aux frontières de la dérision à des moments avec des artistes et autres people au cœur de ce qu'on appelle dans cette communauté d'internautes Japap. On te parle quand on est gentil, on répond quand même aux gens. Elle fait quoi? T'es dit, hein? Donc tu es là, mon beau, t'appelles, tu commences à te prendre la tête ou tu te prends la fesse. Moi, quand même, marcher là-bas comme le balai de Sissongo quand le vent armateur a soufflé. Une hilarité non-stop qui fait des émules. Mamie Congossa ou encore Pepa Zoazoa, autre page Facebook qui tente elle aussi de se bâtir une communauté de rieurs. Et quand des humoristes confirmés s'y mêlent, ça donne ça. Tu te calmes, tu m'expliques posément ce qui ne va pas. Ici, ce n'est pas la maternité. Je t'écoute. Tu as mal à l'oreille. Et c'est à cause de ça que tu pleures comme ça. Hein? Alors là. Quel est ton nom? Prénom? Tu as quel âge? Comme ça, vous coupez l'âge ici dehors. Vous cherchez encore le réseau du rire, allez sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas de l'humour, sans doute de l'humeur. La dernière question, on vous voit beaucoup dans les milieux politiques, vous êtes diplomate et vous faites beaucoup de politique. Que cherchez-vous encore? Ça dépend de quel côté vous définissez le mot politique. Moi, je vous dirais, vous êtes militant du RDPC. Je vous dirais d'ailleurs que la politique, on l'a fait même dans sa propre famille. Parce que si vous voulez parler à un enfant en lui donnant quelques indications, parce qu'il a mal fait ceci ou cela, vous devez lui parler d'une certaine façon pour qu'il n'en soit pas choqué. Nous ne parlons pas de cette politique-là. Vous savez bien de quoi je parle. J'y arrive. Cela veut dire que partout, vous devez toujours trouver une formule pour ne pas choquer X ou Y et donc pour exprimer votre sentiment à travers un certain nombre de positions. Et moi, ma position en matière de politique, elle est claire. C'est le soutien au président Paul Biya. C'est le soutien à sa politique parce que la politique du président Paul Biya a aidé l'IAI, non seulement l'IAI Cameroun, non seulement à voir le jour, mais aussi à avoir une certaine portée nationale avec ses actions multiformes pour l'établissement et aussi les actions de soutien de son illustre épouse, Mme Chantal Biya, en ce qui concerne les activités sociales. C'est le sens que vous donnez donc à votre engagement en politique. Exactement. Et je pense que je suis constant dans ce sens-là et je le reste dans la mesure où le président Paul Biya est lui-même quelqu'un de discret et de constant. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI et président du conseil d'administration de l'IFTIC Sup, merci d'être venu à Actualité Hebdo. C'est moi qui vous remercie. Cette émission, mesdames et messieurs, est rediffusée sur CRTV News le jeudi. Merci d'avoir regardé Actualité Hebdo. Votre fidélité nous honore à cette grande messe dominicale. L'actualité, c'est ici. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le 1er février.